Bonjour et bienvenue sur le podcast de Madame du Chien. Vous êtes en train d'écouter la deuxième partie de l'épisode 5 sur le consentement. Alors installez-vous bien et bonne écoute à tous. De tous ces gens qui vont essayer de faire le buzz avec leurs chiens sur les réseaux sociaux pour avoir de la visibilité, de la reconnaissance, pour avoir des likes, des followers, et qui vont mettre les chiens dans des situations dangereuses, gênantes, malaisantes, où les chiens vont avoir un max de signaux d'apaisement et que l'humain en fait va manipuler et faire ce qu'il veut de son chien sans prendre en considération son consentement dans le but d'avoir de la visibilité et de la reconnaissance. Et du coup, c'est vrai que je trouve ça... Enfin, c'est la partie des réseaux sociaux, pour moi, la plus dangereuse. Je sais pas ce que t'en penses. Toi, Pauline, même si je sais que t'es pas dans ce délire avec les chiens, tu dois être comme moi et voir des vidéos. Et il y en a qui sont vraiment choquantes. C'est toujours très désagréable quand on voit passer des vidéos. Et moi, je sais pas, mais mes amis autour de moi qui n'ont pas de chien, mais qui voient des choses comme ça, vous m'envoyez des vidéos en me disant « Oh, regarde, c'est trop mignon !» et tout. Et moi, je vais être toujours un peu la casseuse d'ambiance et je vais dire « Ben non, pas trop. » On revendique ce statut, on le revendique. Ouais. Et c'est vrai que c'est là où on voit aussi, je pense que sur les réseaux sociaux, il y a un peu là aussi le côté consommation, divertissement qui fait que on pose un peu le cerveau. Et on se dit juste, ah, c'est un chien rigolo qui a, je sais pas, un petit tutu, qui fait de la trottinette, donc c'est marrant. Mais en vrai, ça l'est pas pour l'animal. Et c'est clairement des situations où, oui, le consentement de l'animal, il est un peu passé sous le tapis. Donc là, tu donnes cet exemple sur les réseaux sociaux, mais en vérité, ça se passe aussi dans le quotidien. Et très souvent, des choses où on va pas avoir... forcément conscience qu'on impose au chien des choses qu'il a pas forcément envie de vivre. Je le vois par exemple, moi en ce moment j'ai un chiot, qui va bientôt avoir 4 mois, et c'est un chiot qui aime beaucoup être pris dans les bras, donc qui aime beaucoup être tenu, qui aime beaucoup être porté, ce qui est pas le cas d'une grande partie des chiens. Donc c'est super, mais par contre je fais toujours très attention avec lui, à faire attention à ce que il soit volontaire pour ça, c'est-à-dire la chose qui est très classique avec les animaux, et surtout je trouve plus l'animal est petit et fragile, plus on va se permettre de faire des choses, et notamment le fait de ramasser un petit chien ou un chiot, de le ramasser du sol et de le porter comme ça d'un seul coup, des mains de géants qui viennent et qui te sortent de ta situation où t'étais là tranquillement par terre, où nous on se dit c'est cool, c'est mignon, c'est sympa, et puis je vais peut-être le prendre dans les bras pour le caresser, pour l'avoir près de moi parce que ils aiment ça, le contact, etc. Il faut voir la tête des chiens dans ces situations où ils sont là en mode mais au secours quoi, qu'est-ce qui m'arrive, et souvent on le fait nous les humains par en plus souvent bonne intention, c'est-à-dire c'est un truc cool et on a envie de le faire, ça va faire plaisir au chien, ça nous fait plaisir aussi, sans voir forcément que pour le chien ça ne l'est pas. Donc ça veut pas dire qu'il faut jamais porter un chien, il faut jamais prendre le chien, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais par contre c'est de lui proposer en fait, de dire est-ce que t'as envie que je fasse ça là maintenant, ça te dirait que je fasse ça. Et Storm par exemple, donc mon chiot va me le demander, et c'est trop mignon quand il le fait parce qu'il est très clair dans sa demande, il veut être porté et il va être porté à ce moment-là, et quand moi j'ai besoin de le porter, je vais lui faire la proposition aussi, je vais lui demander s'il a envie en fait, donc bien sûr je lui dis pas est-ce que tu as envie que je te porte petit chien, parce que des fois il va pas être d'accord, des fois il va dire non, et c'est comment je fais dans ces situations là quoi. Donc c'est vraiment du quotidien où là l'exemple des réseaux sociaux il est très flagrant et très parlant, mais il y a aussi les choses les plus insidieuses dans la vie de tous les jours. Donc là c'est l'exemple d'être porté, on a parlé aussi des caresses au début de l'épisode, où on va avoir tendance à beaucoup vouloir toucher les chiens, tu parlais tout à l'heure de toucher les enfants aussi. Je sais pas si vous connaissez ce compte là, Instagram, c'est une ostéopathe qui fait ça je crois, et le compte s'appelle Animals Interest. Et donc en fait comme ça elle prend les vidéos qu'on fait le buzz, et en fait elle fait le point avec les gens pour savoir si c'est ok ou pas ok de rigoler devant ce genre de vidéos. Et je trouve ça trop bien, et c'est vrai qu'on voit des choses un peu aberrantes, et le fait que ça soit bien expliqué, c'est vraiment cool. Et est-ce qu'elle parle de la vidéo de ce corgi qui enfile des fringues? Est-ce que vous l'avez déjà vu? Non, perso, moi j'ai jamais vu. Bon, parce que je voulais du coup votre avis sur cette vidéo, parce qu'il a l'air de vraiment genre il connaît les moves quoi, il met la tête volontaire et les pattes comme ça dans les petits trous des manches, donc c'est là, bon, est-ce que
genre il est chaud pour mettre ce maillot de basket, ou est-ce que c'est juste qu'il a sagement appris son tour et il le fait Mais c'est pas incompatible en fait. Il peut être parce que de toute façon, c'est pas quelque chose que aucun chien sait enfiler un maillot de basket Oui, bien sûr, spontanément, tu vois. Donc Ouais, c'est ouais. forcément un apprentissage. Ouais. Mais c'est pas parce qu'il y a eu un apprentissage qu'il n'y a pas de consentement non plus. Parce qu'en fait, nos chiens, on va tous leur apprendre des choses tout le temps. Volontairement ou involontairement aussi, hein, voilà, les gens qui disent non, moi j'éduque pas mes animaux, je leur apprends rien, j'ai pas besoin, bah, c'est faux. À partir du moment où on vit avec, ils vont adapter leur comportement à nos réactions, à ce qui se passe. Mais donc du coup, ce truc là, voilà, d'enfiler le maillot de basket, c'est un apprentissage, on apprend au chien à le faire. Donc si le chien il a l'air cool et détendu dans ta vidéo, bah c'est cool, ça veut dire qu'il doit kiffer et que l'apprentissage il a été fait de manière positive et agréable pour le chien. Mais maintenant, c'est pas parce que j'ai appris au chien à le faire qu'il a forcément tout le temps envie de le faire, que là, sur le moment, c'est ok pour lui. Et donc, c'est dans ces moments-là où c'est intéressant de voir si on demande au chien son consentement sur des choses qu'il a vraiment bien appris. Donc, le chien, il peut avoir le choix de faire quelque chose, mais avoir le choix de faire quelque chose, ça veut pas forcément dire non plus qu'on est d'accord si on nous laisse le choix entre des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Et peut-être que, Julia, tu veux nous parler de tes fraises ? Donc, pour la petite histoire et mettre un petit peu en exemple le fait que le choix n'est pas forcément une solution de consentement. Par exemple, moi, j'ai les fraises en horreur parce que quand j'étais petite, voilà, il m'est arrivé un petit accident avec des fraises Tagada et des fruitella à la fraise et j'ai tout vomi sur ma maîtresse et depuis, j'ai fait donc une aversion alimentaire, ce qui fait que rien que l'odeur me rend ouf. Et donc si par exemple je suis invitée chez des gens et qu'il y a le choix entre des yaourts à la fraise en dessert ou un gâteau à la fraise, bah, le fait qu'il y ait le choix, ça va pas forcément être ok pour moi parce que si je suis obligée de prendre un dessert parce que voilà, la convention veut qu'on mange un dessert tous ensemble, et ben ça va pas le faire. Ce qui me permettra d'avoir un choix vraiment consenti, c'est d'avoir une porte de sortie, c'est-à-dire soit un autre dessert, soit le droit de rien prendre. Et avant qu'on revienne sur cette notion de porte de sortie, j'aimerais juste, par rapport à cette notion choix, consentement, etc., évoquer le travail d'une sociologue qui est pas très loin de chez nous, qui travaille à Bordeaux, au centre Émile Durkheim notamment. Et j'espère que si elle écoute cet épisode et que c'est pas tout à fait ça, elle me corrigera, mais en tout cas c'est les références que j'ai trouvées. Elle s'appelle Alexia Boucherie et elle a travaillé elle travaille sur le consentement depuis quelques années maintenant. Elle a publié en 2019 son travail de Master 2 aux éditions Les Pérégrines. Encore une fois, ces super éditions des Pérégrines que j'avais déjà recommandé dans l'épisode 2, je crois. Et ça s'appelle Troubles dans le consentement. Et dans ce travail de recherche, en fait, elle a analysé ce qu'elle appelle la zone grise sur ce temps et cet espace dans lequel on va plus ou moins s'obliger à avoir une relation sexuelle. On va consentir à avoir cette relation sexuelle sans pour autant la désirer. Et ça rejoint un peu ce truc de convention, de code et tout ça. Tu vois, de ce que tu parlais sur tes fraises, Julia, de ce que tu évoquais avec tes fraises, Julia, sur voilà, la convention sociale veut que j'ai une relation sexuelle et je suis ok pour avoir cette relation sexuelle. Par ailleurs, j'ai pas de désir pour j'ai pas de désir concret au moment d'avoir cette relation sexuelle. Peut-être qu'on pourra l'inviter, Alexia, dans la saison 2 pour détailler avec elle cette question du consentement. Mais voilà, je trouvais que c'était intéressant d'évoquer son travail-là et d'inviter les auditeuristes de Madame Aduchien peut-être à aller lire cet ouvrage. Cool. Du coup, juste, je reviens sur ma petite porte de sortie. On vient de terminer un ouvrage avec Sophie Bourdon, donc c'est Entraîner son chien aux soins du quotidien, dans lequel on parle de medical training et de soins coopératifs chez les chiens, parce que donc moi ça fait, je crois que c'était en 2019 ou en 2020, j'ai eu une de mes chiennes qui est devenue aveugle en moins de 3 semaines. Elle a eu une cataracte héréditaire. Suite à ça, je l'ai faite opérer et en fait, il a fallu des soins très, très, très
complexe et qui demandait beaucoup de manipulation. Donc j'ai découvert le medical training et les soins coopératifs pour vraiment garder une belle relation et avoir le consentement, la motivation et l'accord de mon chien dans ces soins-là, ce qui a complètement modifié la relation parce qu'au départ, du coup, je la contraignais un petit peu et c'est ce qu'on va avoir tendance à faire avec des enfants qui veulent pas prendre un médicament ou qui veulent pas qu'on leur prenne la température. On va les contraindre parce que il faut absolument faire cet acte pour leur bien. On va souvent dire oui, c'est pour ton bien. Une des expressions aussi qui est un peu violente, faire du mal pour le bien, sachant qu'on peut apprendre en fait aux animaux, donc tous les animaux, et aux enfants et aux humains à participer aux soins et à donner leur consentement. Donc finalement, c'est intéressant, mais par exemple dans la notion de medical training, on a un petit peu moins la notion du consentement. On va être plus sur la notion de choix, en essayant de faire en sorte que le chien puisse arrêter d'intervenir dans le soin, mais le fait d'arrêter d'intervenir dans le soin ne sera pas récompensé. Donc ça n'aura pas la même valeur que de participer aux soins. Donc là, on est vraiment sur une question de choix, c'est-à-dire qu'on laisse le choix au chien de participer aux soins et d'être méga récompensé, ou de ne pas participer aux soins et du coup de ne plus être récompensé. C'est pourquoi la porte de sortie, en France, c'est Iris Castin qui l'a introduite. Elle a été mise en place il n'y a pas très très longtemps, cette porte de sortie, et elle permet en fait de faire le choix d'arrêter le soin et d'être récompensé également avec ce choix, c'est-à-dire que de donner de la valeur au choix de ne pas donner son consentement en fait pour un soin. Et ça fait vachement réfléchir parce que c'est des concepts qui sont pas du tout mis en pratique, notamment chez les humains. Et encore moins chez l'animal où on considère que même si l'animal n'aime pas le veto, c'est qu'un one shot, le cheval c'est pareil et du coup on va faire une contrainte désagréable à ce moment-là et c'est pas grave, c'est pour son bien et après on passera à autre chose. Et en fait, il y a un petit peu cette nouvelle philosophie et grâce aux sciences de l'apprentissage et puis aussi à la prise en considération des émotions du chien qu'on peut donner la possibilité au chien aussi de faire des choix consentis pour les soins ou pas. Alors, ça peut être hyper discuté et je pense que ça peut être vraiment un débat super intéressant. Mais voilà, je ne sais pas si vous, les filles, vous en aviez déjà entendu parler de cette porte de sortie dans les soins et voilà ce que vous en pensez. Je sais qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai vu une éducatrice, enfin une entraîneuse de chiens qui a eu un bébé et qui disait ouais, c'est marrant parce que finalement je fais du medical training sur mon nourrisson et c'est exactement ça en fait, c'est qu'une fois que tu intègres toutes ces choses-là, de faire participer, de regarder si c'est OK pour l'individu qui reçoit les soins et de lui laisser la possibilité de dire non, bah, tu changes toute ta vision. En fait, tu changes de lunettes. Je crois que c'est toi, Pauline, qui parlait de ces lunettes pour le féminisme. Une fois que tu les mets, tu vois tout différemment. Bah, là, c'est vraiment ça. En gros, si tu commences à mettre les lunettes des soins coopératifs, que ce soit sur les humains ou sur les animaux, bah après, ça change toute ta relation avec ces individus. Et souvent, le réflexe qu'on a quand on commence à parler de cette porte de sortie, c'est de dire, bah, si je laisse le choix à mon chien, il va forcément dire non. Et ce qu'on observe, c'est que c'est vraiment l'inverse. C'est que le chien, il va être beaucoup plus coopératif du fait de savoir que c'est possible de dire qu'il peut arrêter. Et arrêter le soin aussi, ça veut pas dire forcément que c'est terminé, on remballe tout et on arrête. Ça veut dire aussi parfois, j'ai besoin d'une pause, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de temps, et je reviens après. Et donc là, t'as parlé de la porte de sortie. Il y a aussi ce qu'on pourrait appeler la porte d'entrée, qui va dire je suis prête. Permettre au chien de dire c'est bon, on y va, tu peux y aller. Donc ça, on va l'apprendre peut-être pour expliquer un petit peu plus à quoi ça peut ressembler concrètement. On va apprendre par exemple ça par une position particulière. Donc
Il y a plusieurs positions qui existent, elles peuvent varier aussi en fonction des soins qu'on décide de faire. Parfois, on a besoin d'accéder à certaines parties de l'animal ou pas. Donc, par exemple, moi, avec mes chiens, sur certaines actions de toilettage, ils sont couchés sur le dos, sur le côté, pardon, sur le flanc, avec la tête qui repose au sol, enfin, sur un tapis qui est spécifique et celui qu'on utilise pour ça. Et donc, si mon chien se met dans cette position quand on est dans ce contexte-là, ça veut dire qu'il est OK pour faire le soin. Et si jamais il sort de cette position, ça veut dire que le soin doit s'arrêter, et là il a le choix, il peut décider de se remettre dans la position et on continue, ou de pas du tout s'y remettre, et ça veut dire que c'est terminé. Et donc ce que j'aime beaucoup aussi dans ce concept-là, c'est qu'on apprend au chien à communiquer, et on lui donne en fait des modes de communication, parce que en vrai c'est très difficile, naturellement, spontanément pour le chien de s'exprimer sur ces choses-là, et puis nous aussi, de dire attention, on va faire quelque chose là, j'ai besoin que tu sois calme et détendu, parce que quand je te coupe les griffes, si jamais tu bouges, je pourrais te faire mal, par exemple. Donc moi, ce que je trouve vraiment hyper game changer, je sais pas comment on dit en français ça, un truc qui change la donne en fait, c'est le fait qu'on va créer une communication commune entre les deux, c'est-à-dire moi je te dis que on va faire quelque chose, je te préviens qu'il va se passer quelque chose, est-ce que t'es ok pour ça? Et le chien va aussi pouvoir nous dire oui ou non, et on crée un vrai échange sur un mode de communication qu'on va complètement construire de A à Z, parce que ni pour le chien ni pour l'humain c'est quelque chose de naturel et spontané. Alors nous, ce qu'on a mis en place et ce qu'on explique avec Sophie, c'est qu'il y a 4 boutons en fait qu'on apprend au chien. Il y a le bouton on, où en gros c'est le chien, il lance son accord quoi pour rentrer dans le soin. Il y a le bouton off, où là vraiment il demande que ça s'arrête, donc il veut plus du soin. Il y a le bouton pause, donc qui va être le bouton ok, là j'ai besoin de souffler et je reviens après. Et il va y avoir le bouton oulala. Et le bouton oulala, c'est que l'humain qui peut le voir. Le bouton oulala, c'est le chien, il est là, il est sur le bouton on, il a donné son accord, mais il est en train en fait de subir parce que il veut sa récompense, il est en train de prendre sur lui parce que le soin, il sait il sait ce que c'est, il sait ce que ça implique, mais il est en train de prendre sur lui et il va commencer à se lécher les babines, à halter, à montrer des signaux qu'il est pas cool. Et donc ça, il y a que l'humain qui peut s'entraîner à le voir, et ça s'appelle le bouton oulala. Et donc c'est à l'humain de dire ok, on fait une pause. Donc tu arrêtes le soin, tu sors le chien du soin et tu le laisses revenir quand il est bien. Et c'est important aussi de ne pas laisser toute la responsabilité sur les épaules du chien, qui parfois il y a des chiens qui vont avoir ce tempérament de prendre beaucoup sur eux pour satisfaire l'humain quoi. Et du coup ces chiens là, il faut les aider à évacuer en fait le stress et à leur montrer que tu es là et que tu les écoutes, et donc c'est vraiment une nouvelle vision du chien. C'est assez ouf à voir et c'est très beau. Et voilà, le bouton oulala. Ah, il est super intéressant ce bouton oulala, je trouve ça top. Et c'est cool ce que tu dis, parce que oui, tous les chiens il y a des chiens qui vont être beaucoup plus à prendre sur eux, et ça dépend aussi du passé du chien. Là, je le vois avec un chiot, tu pars de zéro, et bon, mes chiens précédents c'était un peu aussi déjà en place, mais avec un chiot avec qui tu commences directement à appliquer ces principes-là, c'est pas la même chose qu'un chien qui a été contraint par le passé, qui a déjà appris à prendre sur lui, où là, il faut vraiment lui apprendre que si, t'as le droit de dire que t'es pas d'accord, et tu seras même récompensé si tu dis que t'as pas envie. Donc, faut que ça ait autant de valeur, le fait de dire non, que le fait de dire oui. Parce que quand on travaille en méthode positive, on va récompenser à fond quand le chien il prend des bonnes décisions, quand c'est des comportements qui nous intéressent, mais ça peut parfois induire aussi du coup que dire non finalement ça vaut pas tant le coup que ça, parce que j'ai plus les trucs intéressants, et que le fait de dire non soit aussi valorisé et valorisant que le fait de dire oui, c'est vraiment, je pense, la clé à bien saisir pour être sûr que le chien il a vraiment la capacité de dire non et de refuser le soin. Je trouve ça super intéressant ce que vous mettez en place vous aussi avec vos animaux par rapport au medical training et cette porte de sortie et ces différents boutons justement, parce que, et on en parlait tout à l'heure en préparation de l'épisode, c'est pas du tout quelque chose, ou c'est en tout cas c'est pas majoritaire dans la médecine par rapport aux différents soins dont on a besoin nous en tant qu'humains quoi. C'est un truc qui est souvent revenu, notamment là dernièrement il y a eu beaucoup de choses autour des violences gynécologiques et obstétriques par exemple, mais tout à l'heure Julia tu donnais l'exemple du dentiste aussi. Enfin il y a en fait
il y a le fait que les médecins et médecines soient en position de sachantes et sachants, que nous on soit dans notre position de personne qui a pas a priori fait d'études de médecine, donc qui a pas les connaissances nécessaires et qui a besoin, comme tu disais aussi Pauline tout à l'heure, besoin du soin, qui est dans une position un peu de vulnérabilité, et donc on n'a pas toujours ou le courage ou la confiance pour dire est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui va se passer, comment ça va se dérouler, ce que vous allez, enfin, ou l'opération ou le soin, ou enfin un peu tout quoi. Et ça c'est vrai que c'est un truc qui est souvent revenu, de dire il faudrait que les professionnels de santé prennent le temps en fait d'expliquer juste aux patientes et aux patients ce qu'ils ou elles vont faire pour que le soin se passe mieux, et qu'on sorte aussi un peu de ce truc traumatique de ça va être horrible et qu'est-ce qui va m'arriver quoi. Ouais, complètement. Après, pour le corps médical, moi j'ai vraiment l'impression que le savoir, le fait que les personnes sachantes soient les médecins, et ça leur donne un peu ce pouvoir, cette position de tout puissant et toute puissante. Et du coup, c'est des relations qui sont vraiment malsaines, parce qu'on a besoin d'eux pour être soignés, et eux, ça arrive. Enfin, moi, en tout cas, dans toutes les consultations que j'ai eues, la plupart du temps, ils jouissent vraiment de ce pouvoir, et ils aiment bien nous faire comprendre que nous, on est les ignorants, et que on n'a pas le choix, quoi. Et c'est violent. Et pour l'histoire du dentiste que j'ai raconté hors micro tout à l'heure, c'est juste que j'ai un dentiste qui m'a soigné plusieurs caries sans aucune anesthésie, et qui a fait le soin de A à Z alors que je pleurais. Voilà, je pleurais pendant qu'il était en train de me faire les caries. Et donc, si on parle de communication non verbale, là, je pense que on est clairement sur un exemple que j'étais en train de subir un truc ultra violent, mais le mec, il fallait qu'il fasse les caries. Le bouton oulala, il a pas du tout compris quoi. Ah non, non, là Ignorance c'était totale du truc. ouais. C'est ça. Et c'est vrai que ça peut choquer les gens qu'on mette ça en place avec les animaux, alors que c'est quelque chose qui est absolument pas mis en place avec les humains. Et même encore, quand j'ai accouché, moi je me rappellerai toujours, hein, t'as quelqu'un entre tes jambes, une fois que t'as sorti le bébé, on te fait des trucs mais tu sais même pas quoi. Tu vois, on voit du fil, on voit des aiguilles, on voit des gens qui t'appuient sur le ventre, qui te sortent des trucs. Enfin bref, c'est pas glamour un accouchement, mais c'est ton corps quand même. Et à ce moment-là, c'est comme s'ils étaient en train de vidanger une voiture, tu vois. Tu fais ok, mais qu'est-ce qui se passe? C'est juste expliquez-moi, parce que voilà, t'as ton corps qui fait des trucs que t'as jamais vu, que t'as jamais fait, et t'as quelqu'un qui est en train de bricoler dessus sans t'expliquer. Ouais, c'est comme si il nous dépossédait un petit peu. C'est pas comme si, c'est pile ça en fait quoi. C'est le fait de recoudre sans expliquer ce que tu fais. Enfin, c'est hyper violent en fait. Ouais. Je propose qu'on profite de ça, de cette constatation du fait que ça peut choquer les gens aujourd'hui qu'on fasse des soins coopératifs avec des animaux alors qu'on ne le fait pas avec des humains, pour parler des catégorisations en fait, et de la prise en charge, que ce soit des animaux ou des humains, en fonction de leur catégorie, et des différences en fait de prise en charge et de prise en considération et de droit au consentement. C'est vrai que il y a quelque chose qui est assez flagrant, en tout cas quelque chose que moi j'ai vu dans mon parcours d'ingénieur agricole, qui est la place du consentement dans l'animal de rente et de production, que ce soit dans le monde des courses, dans le monde de la production de la viande, ou même de la production de sous-produits animaux. En fait, les animaux sont un petit peu des machines à produire, et sont pas du tout, on prend pas du tout en considération qu'ils ont des émotions, et qui peuvent avoir peur. Et alors on leur laisse jamais, mais alors jamais décider si
ils vont à droite, quoi. Ils n'auront pas le droit de choisir d'aller à gauche. J'ai beaucoup vu des élevages de porcs où tu as une baguette, c'est pareil pour les vaches, et en fait, tu as toujours un bâton fait pour taper sur l'animal qui va sortir du troupeau, ou voilà, et tu vas toujours être dans la contrainte, quoi. En fait, il faut que l'animal, il obéisse au doigt et à l'œil, et il y a un truc qui m'a vraiment traumatisée, qui se fait de moins en moins, mais vraiment qui m'a traumatisée pour le cheval, ça va être le torné. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ça. Le nom a l'air horrible. Oui, bah, ça dit rien qui vaille. Alors, par exemple, j'avais la vieille jument de ma maman qui avait un écoulement un peu anormal au niveau vaginal. On appelle un vétérinaire et donc, en fait, pour pouvoir faire une fouille vaginale, on fait un torné. Donc, on met un petit fil qu'on joint autour d'un bâton, et le but va être de tourner le bâton pour que le fil en fait vienne faire un garrot compressif au niveau de la lèvre supérieure du cheval, donc qui est en fait en dessous le nez, quoi. C'est pour ça qu'on appelle ça un torné. Cette contention va faire tellement mal qu'elle va endormir en fait tout le système nerveux du cheval, la douleur va être tellement forte que ça va éteindre les réactions nerveuses. Et donc le cheval, c'est un petit peu comme l'anneau dans le nez pour les bœufs, pour les animaux. Voilà, c'est dans un endroit qui fait tellement mal que cette douleur en fait fait céder l'animal et laisse l'animal se faire manipuler sans mettre en danger la personne qui va être derrière la jument. Et ça fait partie. Alors il y a beaucoup d'actes vétérinaires qui m'ont traumatisée, parce que les vétérinaires sont loin d'être les professionnels les plus à l'écoute des animaux et les plus doux. C'est un peu comme les médecins finalement, voilà, avec les humains. Et du coup, en gros, c'est pour soigner l'animal, on va lui infliger une douleur tellement forte que ça va le paralyser. Et donc clairement, rentrer dans son vagin sans son consentement, on est vraiment sur un acte ultra violent. Et pourtant, là, on était sur de l'animal de compagnie. Mais le consentement n'était pas du tout pris en considération. Et voilà, après, c'est pareil pour toutes les vaches. On va dire que là, on a vraiment beaucoup d'insémination sur les vaches, avec beaucoup de césariennes. On n'est pas du tout dans des notions... on insémine sans consentement de la vache, bien sûr. Donc, on utilise son corps comme un ventre, et puis on récupère le veau pour aussi le commercialiser. Puis ensuite, on va récupérer le lait pour le commercialiser. Bref, on utilise sans imaginer en fait que le consentement puisse faire partie de la vie de ces animaux. Donc c'est très très violent, j'en ai conscience. Et avec les animaux de compagnie, on va dire que on commence à toucher du doigt un petit peu la notion de consentement, et encore, c'est-à-dire qu'on va quand même choisir pour les animaux le milieu de vie dans lequel ils vont vivre, et puis ils n'auront pas de choix, c'est-à-dire qu'ils auront un panier, un type d'aliment, un type de balade, un type d'interaction, voilà, un ou plusieurs types, mais en gros ils auront des choix peut-être, mais la notion de consentement elle n'est pas encore vraiment entrée dans le monde de l'animal de compagnie. Et ce que je trouvais juste important à dire par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, Pauline, sur le fait de porter un chien, ce qu'on remarque au niveau du chien, c'est que plus l'animal va être petit, plus l'humain va se permettre de le manipuler, de le contentionner, de le porter, et que pour un gros chien qui fait 50 kilos, tu vas quand même essayer de le faire monter par exemple dans la voiture avec consentement, parce que t'as pas envie de te péter le dos, donc là tu penses à ta petite personne, et c'est tant mieux pour le chien. Et avec un chien qui va faire moins de 10 kilos, tu vas vite avoir le réflexe « Ah, il veut pas, c'est pas grave, pouf !» Et tu vas le mettre dans le coffre de la voiture. Et ça va être pareil avec la laisse ou le harnais. T'as beaucoup de chiens en fait qui aiment pas qu'on leur mette le harnais, parce que souvent ça touche les oreilles, ça touche la tête, parce que c'est très invasif, quoi. Ça arrive et frappe, ça se met, et parfois au niveau du corps, ça va pas être confortable ni rien. Plus le chien va être petit, plus l'humain va le prendre et va lui forcer à mettre le harnais, et va pas prendre en considération tous les signaux. Et finalement, les humains vont commencer à se poser la question que à partir du moment où le chien ou l'animal va devenir agressif.
Voilà, c'est-à-dire, comme on disait au début de l'épisode, c'est à force de ne pas écouter tous les signaux du chien, ces signaux s'éteignent et on commence à développer la réactivité, l'agressivité. Et il n'y a que ça qui va être pris en considération, pas forcément écouté, mais pris en considération. Et souvent, la réponse de l'humain, ça va être la violence, parce qu'il va dire, mon animal veut pas m'obéir, il veut me dominer, et donc il faut que je sois... le dominant, quoi, ou la dominante par rapport à lui. Donc on a une vraie... on peut vraiment catégoriser les animaux en fonction animaux de compagnie, animaux de rente, la taille des animaux et la relation aussi, la place qu'on lui apporte. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment voir après au niveau des catégories humaines. Et alors j'espère que je vais pas être trop maladroite, mais j'ai l'impression que cette catégorisation, elle peut se retrouver au niveau humain. Et bon, j'ai noté comme ça quelques catégories dans lesquelles j'ai l'impression que le consentement, il n'est pas écouté. Forcément, donc il va y avoir l'âge, donc ça veut dire pour les enfants en bas âge ou même pour les personnes un peu plus, qui vont être 4e ou 5e âge, où on va dire que ils ont plus toute leur tête, et les enfants, on va dire qu'ils connaissent pas la vie et que c'est les adultes en fait qui doivent choisir pour eux. D'ailleurs, au tout début de ma vie de maman, ça m'est arrivé d'expliquer à ma fille parce qu'elle me demandait pourquoi c'est moi qui choisissais pour elle. Et ça pouvait être pour des choses vraiment importantes, hein. Pourquoi, ou moins. Par exemple, pourquoi elle n'a pas le droit de manger 10 bonbons à 18h45 alors qu'on va passer à table, alors qu'elle, c'est ce qu'elle a envie, c'est son choix, et voilà, et que je lui explique que non, qu'il va y avoir le repas et que c'est important qu'elle mange à ce moment-là, et qu'elle va dire pourquoi c'est toi qui décides, et que là tu dis cette réponse toute bête, je suis l'adulte, donc je sais ce qui est bon pour toi. Et que c'est comme ça. Alors là, je pense que le c'est comme ça, c'est le pire en fait. Mais t'es un peu désemparé parce que toi, on t'a pas expliqué pourquoi en fait c'était l'adulte qui devait décider ce qui était le meilleur pour toi ou pas. Et t'as pas les sources pour lui prouver, tu vois, par A plus B, que c'est vraiment important qu'elle mange normalement à 19h, que c'est plus équilibré et tout. Tu te retrouves un peu au dépourvu à ce moment-là. Et après, je pense qu'en politique, moi, je suis pas très à l'aise en politique parce que ça me fait peur, mais que j'ai compris que c'était important de s'intéresser à la politique, donc je commence juste. Et je suis assez horrifiée en fait, parce que t'as l'impression que c'est toujours des personnes pas impliquées dans le problème qui veulent résoudre le problème d'autres personnes, comme des personnes qui vont être d'une classe sociale très élevée, qui vont décider ce que les personnes d'une classe sociale inférieure vont devoir faire pour gagner leur vie, alors qu'ils connaissent pas leurs problèmes, et que c'est ces personnes-là qui vont avoir le pouvoir de choisir pour elles. On a vu aussi que la race, dans l'histoire, ça avait eu un impact, notamment avec tout ce qu'il y avait autour de la colonisation et de l'esclavage. Les esclaves n'avaient pas le droit de donner leur avis ou de consentir, ils étaient obligés, ils étaient contraints. Et donc là, je trouve qu'on commence vraiment à aborder des sujets autour de l'identité de genre et l'orientation sexuelle. Où déjà il y a eu ce truc hyper choquant des thérapies de conversion, où en fait on considérait que les personnes peut-être homosexuelles ou transgenres en fait avaient besoin de soins psychiatriques, et qu'ils n'étaient pas en capacité en fait de savoir ce qui était bon pour eux, et que du coup c'était encore une fois le corps médical qui devait choisir pour eux. C'est comme les personnes intersexes, fallait pas les laisser intersexes, et que c'était une maladie, et que du coup elles devaient être contraintes à avoir plein de chirurgies, et c'était les parents qui devaient choisir l'identité. Oui, quand on prévient les parents et qu'on les laisse choisir, parce que la plupart du temps, c'est fait par les médecins et de manière cachée, et c'est de la pure violence physique et des mutilations génitales qui sont abominables, quoi. Donc du coup, je sais pas vous ce que vous en pensez, les filles, mais c'est ce sujet de consentement, moi c'est quelque chose qui m'anime énormément depuis plusieurs mois, années.
Et en fait, j'ai l'impression autour de nous que le consentement n'existe pas en fait dans notre société, qu'il est sous un gros tas de feuilles et que ça va être compliqué de pouvoir mettre ce sujet à l'ordre du jour sans parler de consentement sexuel, mais juste de prise en considération que chaque individu a le droit à exprimer son consentement ou non, quoi. Moi, je vais juste revenir sur, parce que tu parlais de race tout à l'heure, peut-être repréciser que quand on parle de race ici, on parle de race sociale, parce que la race c'est une construction sociale aussi. Faudrait écouter l'épisode où on a évoqué la bicatégorisation des sexes et comment tout a découlé, après comment tout est lié finalement. Et pour rejoindre un peu ce que tu disais sur ça, sur les personnes qui décident... parce qu'encore aujourd'hui, hein, le racisme est partout, on vit dans une société raciste. Les personnes qui décident sont des personnes blanches, parce que la plupart des personnes qui sont élues en grande majorité, ce sont des personnes blanches. Ce sont des hommes. Tu parlais de l'IVG tout à l'heure aussi quand on préparait l'épisode. Effectivement, la majorité des personnes qui ont voté la constitutionnalisation de l'IVG ou pas, ce sont des hommes, bien qu'aujourd'hui... il y a presque une semi-parité, en tout cas il y a un peu plus de femmes élues, mais bref. Et par rapport par exemple à cette question de l'IVG et de la constitutionnalisation de l'IVG, il y a une femme cisgenre, Aurore Berger pour ne pas la citer, qui a choisi d'exclure les personnes trans de cette loi et de l'accès en fait à l'avortement. Avant, il y avait écrit dans la loi, le texte de loi, c'était les personnes, enfin toutes les personnes en gros auront droit à l'IVG. Je sais plus comment c'était tourné exactement. Elle a fait inscrire dans le texte de loi toutes les femmes, excluant de fait donc les mecs trans qui potentiellement peuvent avoir une grossesse, quoi. Donc ça s'éloigne un peu du consentement, mais c'est pour revenir à l'idée que tu évoquais là de la catégorisation. Qui décide pour qui et jusqu'où le consentement est pris en compte et qui se voit renier son consentement aussi, quoi, de manière systémique. Comme toujours, en fin d'épisode, on va vous faire nos recommandations par rapport au sujet du jour. Pour ma part aujourd'hui, ce que je vais recommander, c'est une vidéo que vous avez peut-être déjà vue, parce qu'elle commence à dater maintenant, elle a bientôt 10 ans, il me semble, sur le consentement. Donc cette vidéo explique le principe du consentement en utilisant un exemple qui n'a rien à voir du tout avec les sujets qu'on a abordés jusqu'ici, mais le fait de vouloir boire du thé. Et donc, est-ce que tu veux boire un thé ? Est-ce que si tu as voulu boire le thé ce matin, tu as encore envie d'en boire cet après-midi ? Et est-ce que le fait que tu l'aies voulu un moment veut dire que tu le voudras toujours ? Et c'est vraiment une métaphore hyper intéressante sur l'illustration du consentement, de ce que ça veut dire, consentir, qu'est-ce qui est du consentement, qu'est-ce qui n'est pas du consentement, et comment je peux m'assurer que justement j'ai le consentement des personnes ou des animaux, parce que je pense que on peut très facilement faire le parallèle avec les animaux. Comment m'assurer que j'ai le consentement de l'être humain ou l'animal en face de moi, et de m'assurer que je suis pas en train de parfois dépasser les limites sur des choses sans forcément m'en rendre compte par simplement des constructions qu'on peut avoir, des façons de réfléchir qu'on peut avoir. Donc voilà, cette vidéo je la trouve très très intéressante, donc on vous mettra le lien pour que vous puissiez aller la voir. Elle est assez connue, donc peut-être que vous la connaissez bien, mais c'est une bonne introduction au sujet du consentement pour ceux parmi vous qui seraient plus débutants sur le sujet. Margot, c'est quoi tes recommandations pour aujourd'hui ? Alors moi j'ai une reco aussi, bon de manière générale ce serait cette série de podcasts, mais il y a un épisode en particulier, le podcast de Charlotte Bien-Aimée, un podcast à soi, qui est produit par Arte Radio, et c'est l'épisode 8, Un autre homme est possible. Ça fait un peu écho à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la place des victimes dans ces relations dans lesquelles elles donnent pas leur consentement en gros, et sur le rôle des hommes dans tout ça, et sur l'éducation, et sur la manière dont les hommes prennent en considération leurs actes, et voilà, et comment en modifiant finalement l'éducation des mecs cis,
on arrivera à peut-être une amélioration des rapports humains en général. Je dis bien peut-être, en tout cas c'est une bonne piste de réflexion. Jus, tu termines avec les recos ? Ouais, moi j'ai tout plein de recos, alors je vais aller vite. Donc déjà, il y a l'épisode 2 de Se faire justice sur le podcast Les couilles sur la table par Victoire Tuaillon avec François Lavallière, donc qui explique vraiment au niveau de la loi. Et donc je pense que c'est important de bien comprendre au niveau de la loi comment est considéré le consentement. Il y a le compte Instagram dont on vous a parlé tout à l'heure, animals.interest, où vraiment on voit si c'est ok ou pas ok, les vidéos drôles sur les animaux. J'ai regardé la série Queen Charlotte sur Netflix et je pense que après ce podcast c'est important de la regarder et d'essayer d'affûter son œil et de voir toutes les notions de non-consentement qui sont abordées, que ce soit au niveau des chiens qui sont en cage, que ce soit au niveau des tortures médicales ou au niveau des classes sociales et de la couleur de la peau aussi. Enfin bref, c'est hyper intéressant. Le consentement est abordé du début à la fin de la série et franchement, c'est bien fait. C'est très très chouette. Et pour finir, et là c'est un peu de l'auto-promo, si ça vous intéresse de toucher un peu du bout du doigt les soins coopératifs et d'être accompagné pour mettre en place ça avec vos animaux, avec Sophie Bourdon de Animapèse, on a sorti un petit livre, Entraîner son chien aux soins du quotidien, et c'est disponible sur le site Danse avec ton chien. On se retrouve donc le mois prochain pour un nouveau sujet de podcast autour des cochons, de la société et de la culture. Si vous voulez soutenir notre podcast, n'hésitez pas à le liker, le partager, à l'envoyer à toutes les personnes que ça peut intéresser, à mettre des étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et puis surtout, portez-vous bien et gloire aux chiennes. Et aux chats. Et aux chefs.